Présidente, chère Catherine, Monsieur l'académicien, cher Raphaël, je voudrais d'abord, au nom de notre communauté, vous féliciter pour vos récentes élections à ces postes prestigieux et vous remercier d'avoir accepté de répondre à nos questions sous la forme de cet entretien. Chère Catherine Barthélémy, vous avez été élue présidente de l'Académie de médecine le 9 janvier 2024. Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie pour vous en tant que médecin, en tant que chercheuse, enseignante et peut-être également en tant que femme? Alors les temps changent, hein, et il y a de plus en plus de femmes médecins. Bientôt les hommes seront en minorité. Il se trouve que moi j'appartiens à une génération dans laquelle, au sein de laquelle les médecins femmes étaient très rares. Hein, donc voilà ce qui fait que à l'Académie, qui représente, on va dire, des proportions qui sont celles de ma génération de médecins, bien les femmes sont rares. Donc c'est vrai que la candidature aussi avait un sens, mais je dirais mes compagnons de l'Académie ont exprimé la volonté d'aller dans le progrès et dans l'évolution de la société. Parce que les messages que peut passer une femme vers l'extérieur sur encore une fois, les activités de l'Académie sont d'autant mieux entendus qu'ils s'adressent, par exemple, hein, pour les maladies des femmes, pour tout ce qui concerne la prévention et par conséquent l'éducation à la santé, notamment dans les familles et chez les jeunes enfants. Ces messages, ils étaient d'autant mieux portés que c'était une femme qui les porte vers l'extérieur. Alors moi j'ai du mal à faire des choix et donc autour du baccalauréat ou un peu avant, j'ai beaucoup hésité entre faire des études de sciences et des études de lettres. J'ai tellement hésité d'ailleurs que j'ai été inscrit aussi bien en Hippocane qu'en maths sup. J'arrivais vraiment pas à faire mon choix et puis je me suis dit que le métier de médecin c'était la bonne façon d'établir des ponts entre les sciences et les lettres. Et donc, je me suis dit qu'il fallait devenir médecin, que c'était la destination. Et quand on a cette hésitation, eh bien, la psychiatrie s'impose assez vite. Alors, j'ai fait des détours par Normal Sup, j'ai fait de l'immunogénétique, j'ai choisi d'abord les maladies infectieuses, j'ai fait de la réanimation. J'adore faire des détours, comme j'ai dit, j'ai une pathologie du choix, donc généralement, quand il y a une bifurcation, je vais dans les deux sens au risque du grand écart, mais assez rapidement quand même, la destination qui s'est imposée, c'est la psychiatrie. Et justement, parce qu'en psychiatrie, on peut faire la jonction entre les sciences, les neurosciences aujourd'hui, et la littérature. Et que c'est finalement le lieu, plus encore que dans toutes les autres disciplines médicales, mais je pense ça de la médecine hein, fondamentalement, où on est obligé, ou en tout cas on est tenté de faire ce lien entre science et littérature. Et pour moi, dans mon exercice quotidien, je considère qu'il relève des deux, c'est-à-dire que quand un patient vient voir un médecin, surtout si c'est un psychiatre, il s'attend à voir un scientifique, c'est-à-dire quelqu'un qui agit rigoureusement, mais aussi quelqu'un qui a une écoute particulière, et cette écoute, elle est merveilleusement éduquée par la littérature, ce qui me semble être un point soulignant l'importance justement de l'écriture. Cette approche neurophysiologique du fonctionnement de l'être humain, elle est héritée de ce que m'a appris mon patron. Gilbert Lelord était vraiment un grand clinicien, mais il a tout de suite, dans son parcours, été formé à l'exploration des fonctions non seulement du système nerveux, moteur, sensoriel, mais aussi de la communication. Et il a été un des premiers à montrer, grâce à la méthode de l'électroencéphalographie, que le spectacle de quelqu'un qui fait un mouvement
engage le cerveau de l'observateur à faire avec son cerveau exactement le même mouvement que le mouvement observé. Donc, il m'a instruite dans ma formation médicale, non seulement à l'examen clinique, à l'entretien et à l'examen, on va dire, de l'écosystème, puisqu'il s'agissait de la psychiatrie de l'enfant, mais il m'a expliqué et encouragé à poursuivre ce développement des connaissances sur l'humain en communication avec autrui. Et les méthodes étaient à l'époque très artisanales. On avait l'électrophysiologie, mais là aussi, ce qui a été très important toujours dans la formation et dans mon parcours, c'est que j'ai pu combiner la description au plus fin de cette sémiologie qui est celle des interactions humaines et l'exploration cérébrale avec des méthodes qui étaient des méthodes qui sont devenues très dynamiques en temps réel du fonctionnement du cerveau. Donc c'est comme ça que s'est produit en quelque sorte le progrès de cette sémiologie qui n'était pas seulement une sémiologie de l'entretien, de l'écoute, de l'examen clinique, mais aussi de l'exploration fonctionnelle cérébrale. Ça, c'est un premier point. Donc, les méthodes et tous les outils de l'exploration cérébrale se sont raffinés au fil des années. Elles nous ont donné des clés aussi pour concevoir que, d'abord, le cerveau était capable d'apprendre très vite. Même un cerveau en difficulté avait la capacité de quelque part recourir à sa propre énergie pour fonctionner mieux, fonctionner en tout cas de manière plus efficace dans cette relation qui est cette relation avec autrui qui est, je dirais, le cœur du problème de l'autisme. Je pense qu'elle est née très tôt, ma vocation médicale, quand j'ai rencontré une pédiatre alors que j'avais 5 ans. Je voulais devenir médecin, mais ce progrès et la qualité, le caractère très exceptionnel, vous voyez, peut-être a posteriori, en fait, il est venu d'une pratique toute simple. C'était celui de l'examen clinique et de l'exploration cérébrale progressivement croissante dans une clinique quotidienne. Alors sur le choix de la conscience d'abord, je pense que finalement ça condense ce que je disais des liens entre les sciences et la littérature ou les sciences et les sciences humaines. Et c'est une façon de dire qu'on peut affronter une question qui est une question de philosophe avec les outils des neurosciences. Et vous avez utilisé le mot ineffable, c'est-à-dire qu'il ne peut se convertir en mots. Et justement, l'enjeu est de convertir cette question en mots. D'ailleurs, l'un des critères qui permet de dire que l'on est conscient de quelque chose, c'est le fait que cette chose peut être rapportée, c'est-à-dire qu'elle peut être dite en mots. Et c'est ce qui caractérise son statut de représentation consciente. Et c'est très important que l'on puisse poser avec les outils des neurosciences des questions qui ont été des questions fondamentales de la philosophie et je dirais de toute personne, tout être humain qui s'interroge sur la façon dont il pense. On peut l'opérationnaliser, ça veut dire qu'on peut construire des dispositifs expérimentaux qui permettent réellement de poser scientifiquement la question des processus conscients et comme souvent en sciences, par l'absence de la conscience, c'est-à-dire non conscient, pour ne pas dire inconscient. Et l'une des façons de le faire, c'est par exemple de supprimer la perception consciente d'un stimulus, par exemple un mot, en le rendant inconsciemment perçu par une présentation tellement brève, on la qualifie de subliminale, et dans un contexte masqué, de telle sorte que la personne qui le voit n'a pas conscience d'avoir même vu un mot.
Et si on teste ses capacités de catégorisation de ce mot, par exemple, elle est au niveau du hasard, comme si elle n'avait vraiment pas vu ce mot. Et pour autant, les outils d'imagerie nous permettent aujourd'hui de mesurer qu'une partie d'elle-même, que l'on peut suivre dans son cerveau, a extrait le sens de ce mot jusqu'à des attributs sémantiques, donc relativement abstraits, bien qu'elle n'ait pas même conscience d'avoir perçu un mot. Donc on peut établir qu'il existe des capacités inconscientes d'accès au sens des mots. Alors ça, la psychanalyse nous le disait, bien évidemment, mais c'est autre chose que de le montrer avec l'outil des neurosciences. Et puis une fois qu'on a montré qu'on peut faire des choses aussi complexes sans même en avoir conscience, eh bien il devient possible de poser la question de ce qu'apporte l'accès à la conscience et de faire la différence entre ces mêmes mots lorsqu'ils sont perçus consciemment et lorsqu'ils ne sont pas perçus consciemment, et donc de caractériser ce qu'il se passe quand on accède à la conscience, quelle est la dynamique cérébrale qui caractérise l'accès à la conscience. On ne trouve pas évidemment un centre de la conscience, un neurone de la conscience, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est plutôt un effet de réseau, une dynamique de réseau, ce qu'on appelle un espace de travail neuronal global, tel qu'il a été pensé notamment par Stanislas Dehaene ou Jean-Pierre Changeux et Lionel Nakache. Et donc dans ce modèle théorique, on comprend que l'accès à la conscience est caractérisé par une synchronisation de certains neurones à longue distance au travers du cerveau qui rend l'information disponible pour qu'elle soit partagée avec l'ensemble des modules cérébraux pour toutes sortes de processus qui nécessitent l'accès à la conscience pour se faire au mieux. Alors c'est important d'un point de vue fondamental parce que c'est mieux comprendre ce qu'est l'être humain et puis c'est très important pour les psychiatres que nous sommes puisque c'est aussi mieux comprendre ce qui se passe quand cet accès à la conscience est perturbé. Et nous avons élaboré un modèle de la schizophrénie qui est conçu comme une perturbation de l'accès à la conscience qui rendrait compte de ce qui est probablement le primum movens de la schizophrénie, qui lui doit son nom, celui de schizophrénie, c'est-à-dire la dissociation, comme une désorganisation de cet espace de travail qui ne se synchronise pas de façon adaptée, de sorte que les processus non conscients sont fonctionnels, mais que l'accès à la conscience est modifié. Et évidemment, ça a des conséquences, parce que si cette intégration consciente ne se fait pas de façon harmonieuse, eh bien tel module cérébral va pouvoir fonctionner de façon non intégrée et pouvoir être interprété comme étant le fait de stimuli extérieurs. Et c'est typiquement l'expérience qu'un patient fait sous la forme d'une hallucination. Donc, poser ces questions aussi ardues que celles de la conscience avec les outils des neurosciences, d'une part, peut se faire avec une démarche hypothético-déductive qui est celle des sciences, mais aussi rejoint d'une part des questions fondamentales de la philosophie et d'autre part la clinique, celle du quotidien, celle de notre travail de psychiatre. Donc je pense que c'est très important qu'on puisse aujourd'hui, dans le champ de la psychiatrie, poser des questions majeures de ce type, et c'est ce qui fait, je pense d'ailleurs, que l'exercice de la psychiatrie est passionnant, c'est qu'en permanence, quand bien même d'ailleurs on est très spécialisé dans telle ou telle question, eh bien on est tout de suite confronté à quelque chose qui est au cœur de ce qui fait de nous des êtres humains. Je pense que c'est une des caractéristiques, en tout cas qui moi me ravit au quotidien dans l'exercice de la psychiatrie, c'est que plus peut-être que chez un cardiologue qui est spécialiste de tel canal ionique et tel trouble du rythme, les questions que nous nous posons sont les questions qui s'adressent en fait aux êtres humains que nous sommes. La recherche médicale n'a de sens que si la clinique est là pour nourrir, pour poser les questions et pour aider je dirais, la science à progresser. Je le disais tout à l'heure, à l'Académie, c'est l'art de guérir. C'est exactement ça. La mission du médecin, c'est de soulager, c'est d'aider à aller mieux, c'est de lutter contre la maladie ou contre le trouble. Donc, la recherche médicale est indissociable, en tout cas quand on est médecin, me semble-t-il,
si on fait le choix de continuer à interroger ce mal-être ou cette souffrance pour mieux la soulager, c'est indissociable de la clinique. On ne peut pas être on peut évidemment dans un laboratoire, on peut avoir une formation médicale initiale et faire un virage vers un laboratoire. Et donc dans ces cas-là, on a un autre rôle. Mais pour ce qui concerne la recherche en psychiatrie, je crois que le cheminement, à côté, alors pour ce qui me concerne, c'est l'enfant. L'enfant atteint d'une grande difficulté à comprendre l'autre, à s'ajuster à l'autre, etc. Ça ne peut se concevoir, cette recherche, que dans une vitalité qui est, on va dire, qui nourrit les questionnements. Quand j'ai commencé avec Gilbert Lelord, la pédopsychiatrie, la spécialité n'existait pas. Donc, c'était donc cette équipe de médecins, de psychologues, de rééducateurs, d'éducateurs, d'enseignants, d'infirmiers, bien sûr. Toute cette équipe, elle a vraiment porté le soin. Et on a modélisé en plus le fonctionnement de cette équipe à l'époque, parce qu'on était dans une psychiatrie qui était encore entre guillemets asilaire. Les enfants autistes étaient, on va dire, enfermés dans un pavillon à Tours. Ils étaient mélangés les uns avec les autres. Voilà. Et on a ouvert ce service en particulier aux familles. Vous voyez, donc là, tout ce travail clinique a été là aussi une source d'évolution, non seulement des pratiques, mais des connaissances, qui ont nourri nos hypothèses de recherche, puisqu'on s'est positionné, je dirais, en total contraste avec l'hypothèse qui était celle de l'autisme avec la mère frigidaire. Donc, de l'autre côté, l'équipe de recherche était naissante, et le premier souci de Lelord pour m'aider à monter en compétences, ça a non seulement été de m'envoyer dans des laboratoires pour faire de la paillasse, mais aussi de constituer autour je vais dire de moi, qui allait être chef de service et quelque part chef de laboratoire, eh bien de recruter des chercheurs. Et à l'époque, ce n'était pas si simple que ça de recruter des chercheurs. Donc il a fallu qu'il y ait toute cette dynamique. Et l'équipe des chercheurs, là aussi, c'est pareil, c'est une équipe. C'est une équipe. Il y a évidemment les chercheurs statutaires, qui étaient des chercheurs INSERM, qui étaient des chercheuses en l'occurrence. Il fallait traiter du signal électroencéphalographique, donc il nous fallait des ingénieurs. Et il nous fallait des techniciens, il nous fallait aussi, bien entendu, former des soignants à la recherche. Donc, tout ça, j'ai rien fait toute seule. Alors souvent, on fait de la psychiatrie le dernier rempart contre la technologie, contre l'intelligence artificielle, et je ne suis pas du tout de cet avis. Je pense que c'est un terrain de jeu splendide pour ces technologies, et elles s'y prêtent parfaitement parce que, au fond, ce que nous faisons en posant un diagnostic, c'est réunir des signaux faibles à partir desquels nous composons notre diagnostic. Ensuite, nous allons rationaliser en allant chercher plus spécifiquement certains symptômes, mais l'impression initiale consiste à réunir de façon quasi immédiate, quasi instantanée, une série d'informations que notre exercice, notre culture clinique et nos habitudes nous ont permis d'aguerrir.
L'un de mes prédécesseurs, de Necker, disait cette phrase étonnante: si je n'ai pas le diagnostic en salle d'attente, je sais que ce sera difficile. C'est peut-être un peu excessif, mais c'était dire quand même qu'effectivement, les choses se jouent dans les premières secondes d'une consultation, et quand on voit beaucoup de patients, on sait qu'on saisit les choses très vite. Et ce n'est pas par la force du Saint-Esprit, c'est bien qu'on a repéré des choses, et ces choses-là, eh bien, c'est typiquement ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui est capable de regrouper, et ce qu'elle apportera demain à la psychiatrie. Et donc le corollaire de cette absence d'accès global au cerveau, c'est qu'on n'augmentera que certaines fonctions. Et ça veut dire que l'homme augmenté, eh bien, il sera unidimensionnel ou possidimensionnel, ce qui n'est pas la représentation que nous avons de l'homme. Ce à quoi nous travaillons en éduquant un enfant, c'est à une forme d'harmonie, quelque chose qui ne soit pas rompu par une excellence dans un champ donné et puis la nullité dans les autres. Et donc c'est une rupture de cette représentation de l'homme. Finalement, je serais tenté de reprendre un vieux mot du vocabulaire de la psychiatrie qu'on n'utilise plus, et c'est une forme de disharmonie que nous créerons par l'augmentation de l'homme. Donc première conséquence. Deuxième conséquence, je fais partie de ceux qui pensent que notre cerveau est un organe formidable, qui me fascine au quotidien, mais il y a un prix à payer pour cette puissance. Il est tellement puissant qu'il ne se supporte plus. Le codage dans notre cerveau est beaucoup plus informatif que dans d'autres espèces animales, chez le primate non humain par exemple, mais il est beaucoup moins robuste, parce que pour avoir plus d'informativité, eh ben, on perd de la fiabilité. Il y a plus de complexité, et le moindre petit décalage fait que l'information peut être, comme on le dit en informatique, corrompue, c'est-à-dire modifiée. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à un bug, et d'une certaine façon, nous pourrions dire que c'est ce dont nous faisons l'expérience sous la forme des troubles mentaux. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique que les troubles mentaux sont si fréquents. Dans notre exercice quotidien de psychiatre, on se demande pourquoi 1% de la population souffre de schizophrénie, pourquoi une personne sur 5 fera un épisode dépressif caractérisé au cours de sa vie. Et ça, c'est à peu près partout la même chose, sous toutes les latitudes, sous toutes les longitudes. Alors on cherche des explications darwinistes qu'on ne trouve pas vraiment honnêtement, qui sont plutôt faibles. L'une des explications possibles, c'est que c'est le pendant de la puissance de notre cerveau. C'est-à-dire que finalement, les troubles mentaux sont le prix à payer de ce qui fait de nous les homo sapiens que nous sommes. Et pour avoir les facultés que nous avons, celles de penser, eh ben, il faut accepter que par moment, il y a un dérapage, que l'on puisse dérailler, délirer, c'est même l'étymologie du mot délirer, et donc se mettre à avoir des troubles mentaux. Donc je pense que si nous payons déjà à un prix très élevé la puissance de notre cerveau, et si nous l'augmentons encore, eh bien les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est à craindre qu'il y ait davantage de troubles mentaux à l'avenir. Alors ça veut dire que le métier de psychiatre est un métier d'avenir, c'est une bonne chose pour la psychiatrie, ça j'en sais rien, en tout cas c'est un enjeu dont il faut saisir l'ampleur. Si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Donc c'est sûr, je pense que à la différence de ce qui se passe dans d'autres disciplines médicales, où il y a véritablement des progrès qui sont spectaculaires au sens où ils sont très visibles. On arrive à vraiment, par exemple, greffer des reins, transformer, je ne sais, voilà, on a vu dans la pandémie Covid qu'on était capable de fabriquer des vaccins et de lutter contre un virus qui se transforme continuellement. Enfin, bon, il y a un côté spectaculaire des autres spécialités médicales qui probablement met moins en évidence tout ce qui est le progrès de la médecine, non seulement dans notre pratique, mais aussi dans la connaissance du fonctionnement de l'humain, et de son cerveau en particulier, mais pas seulement, dans notre discipline, quoi. Donc moi je dirais au contraire,
Au contraire, c'est vraiment c'est une médecine qui est encore en chantier, qui inscrit le sujet dans un environnement, dans un écosystème, encore une fois, qui est très important. Donc il y a dans notre pratique un exercice qui est extrêmement intéressant et utile pour je dirais, l'humanité, qui est celui vraiment de cette relation singulière, de cette approche au plus profond et au plus intime de chacun, et puis aussi de l'explosion des progrès de la connaissance sur le cerveau, sur l'humain dans son écosystème social, environnemental, etc. Donc, je veux dire, pour moi, c'est la discipline la plus enthousiasmante et la plus noble. Donc, je ne vois pas. Non, franchement, c'est... Alors, bien sûr, dans la pratique, on représente toujours le psychiatre sans cet environnement très spectaculaire, des machines, des appareils, des salles d'opération, des robots, etc. Mais vraiment, on est à l'aube vraiment de très grands progrès dans notre discipline. Et je dirais, si des jeunes médecins veulent s'enthousiasmer, entrer sur la planète psychiatrie, vraiment qu'ils y courent. Moi, je souscris tout à fait. Moi, je pense que c'est une discipline enthousiasmante qui a toutes les raisons de choisir. La première étant qu'on est certain de ne pas s'ennuyer. Et je pense que c'est ce qu'il faut avant tout dire, parce que je crois que la grande crainte du moment aujourd'hui, c'est de s'ennuyer. Et tout le monde s'ennuie très vite. Or là, on est sûr de ne pas s'ennuyer pour toutes les raisons que Catherine Barthélémy a évoquées. Et si on les reprend dans l'ordre ou dans le désordre, cet organe qu'est le cerveau, et qui fait plus spécifiquement de nous les êtres humains que nous sommes, est absolument fascinant. Et on n'est pas près de l'avoir complètement compris, parce qu'il est d'une complexité incroyable. Mais on y fait chaque jour des découvertes formidables. C'est un peu comme la conquête de l'Ouest ou d'autres planètes. D'ailleurs, il faudra utiliser le mot de Boris Vian, des saventuriers, pour décrire ces aventures. Je crois vraiment que pour qui veut se lancer dans la recherche ou la compréhension de quelque chose d'extraordinairement complexe, le cerveau, c'est vraiment un terrain de jeu inouï. Donc le cerveau. Ensuite, quelle que soit la science, la clinique sera toujours le fait d'une rencontre. Et ça place l'exercice clinique sous le signe de la singularité. Ça veut dire que, évidemment, qu'il faut standardiser, évidemment qu'il faut avoir des approches qui soient homogènes, et que quand un patient vient voir son psychiatre, il s'attend à ce que ce psychiatre fasse à peu près la même chose qu'un autre psychiatre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui répondent à des recommandations communes. Mais il n'en demeure pas moins que la rencontre, elle est très spécifique, en fait. Elle est singulière. Et elle est passionnante en soi, parce que ce sur quoi nous portons nos diagnostics, c'est un récit de vie. Et donc, c'est une aventure, c'est une trajectoire, c'est un individu, c'est ce qu'il a déterminé. Et donc, au-delà de la science, chaque patient rencontré, c'est une rencontre avec un grand R, et quelque chose de très singulier, je pense, plus que dans les autres disciplines. Et puis enfin, je pense qu'on est au cœur de ce qui détermine une société, de ce qui consiste à faire société. Il y a une vocation qu'on pourrait qualifier de politique, au sens noble, en psychiatrie, parce que ce dont on parle, c'est la façon dont les êtres humains
pensent, éprouvent des émotions, s'accordent avec ces émotions, s'accordent entre eux au gré de ces émotions. Et donc il y a quelque chose qui pense toujours la chose publique et pas seulement telle ou telle pathologie, tel ou tel bobo, mais vraiment un enjeu général qui est celui d'une société. Et donc, quelle que soit l'échelle considérée, celle du cerveau et de cette conquête de l'Ouest, celle du fait que, in fine, la question est toujours celle d'un récit de vie et d'une rencontre, et donc sa singularité, ou bien celle de l'intégration dans une société, la question de ce qui constitue la société, le psychiatre, en fait, est au cœur de notre devenir collectif. Donc, moi, j'y trouve une stimulation constante dans les différentes modalités de mon exercice. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir parfois chez nos collègues un choix plus conservateur, je dirais, qui consiste à faire celui de la maîtrise d'un objet plus circonscrit dans d'autres disciplines médicales. Mais je constate aussi qu'assez rapidement, ces étudiants s'ennuient et veulent changer de métier. Et je crois que ce n'est pas le cas en psychiatrie.